On les retrouve dans tous les conflits. Dès qu'il y a un régime autoritaire qui opprime son peuple, ils manifestent leur désapprobation et menacent même parfois d'intervenir, ce qu'ils ne se sont pas privés de faire à déjà plusieurs reprises. On vous parle évidemment des États-Unis d'Amérique, mais ce dont on parle très rarement, c'est de l'état de leur propre démocratie. Aujourd'hui encore, il y a plein de gens qui doutent de la légitimité des dernières élections, qui selon eux auraient été volées. Et on vous parle pas d'une bande de complotistes, mais d'élus au sein du Congrès. À leurs yeux, la démocratie états-unienne est en péril, si elle n'est pas déjà morte et enterrée. Alors d'accord, la démocratie US est loin d'être parfaite. On peut lui adresser beaucoup de reproches, mais je pense que dire qu'il y a une dérive dictatoriale aux États-Unis, c'est un peu radical. Enfin, pas pour tout le monde. Il y en a qui parlent décidément avec beaucoup de légèreté. On fait bien sûr référence à Donald Trump. The Biden dictatorship will be over, and we are going to bring our country back from hell. We're going to bring it back from hell. And it's in hell right now. On day one, I will break up the Biden administration's illegal censorship machine. And any official who has violated Americans' constitutional rights will be held very, very accountable. Après, on n'est pas là pour parler de ce guignol, mais d'un autre sujet lui aussi très préoccupant. Vous en avez parlé récemment dans cette vidéo, il y a un sérieux problème de polarisation politique de la société. Dans tout le pays, on débat de tout, que ce soit des spectacles à Broadway, la mise en scène du Super Bowl, le contenu des manuels scolaires et même l'agenda wokiste d'Hollywood. Ce conflit idéologique commence même à déteindre sur une institution qui jusqu'à présent rassemblait une majorité de citoyens US. Elle paraissait impassible à tous ces débats sociétaux, mais visiblement, cette institution est dorénavant elle aussi sujette à des remous internes. Quand j'ai commencé à enseigner au Naval War College, j'y étais il y a si longtemps que j'ai connu des gens qui avaient été enrôlés au Vietnam. Et ce que j'ai remarqué, c'est que nos officiers sont résolument apartisans. Ils servent la Constitution. Mais la volonté de penser en termes très partisans s'est développée au fil des années. Lorsque j'ai pris ma retraite, en 2022, j'entendais des officiers dire des choses presque textuellement à partir, vous savez, des points de discussion de la chaîne Fox de la nuit précédente. Tom Nichols, professeur des affaires de sécurité nationale au US Naval War College. Voilà, même la plus puissante armée au monde est aujourd'hui aux prises de débats internes sur des questions de société. Alors, à quel point est-ce que ce phénomène est répandu au sein de la Grande Muette? L'armée US est-elle en train de se politiser? Et si c'est le cas, alors comment est-ce que ça pourrait affecter l'hyperpuissance militaire nord-américaine? Et finalement, quels sont les sujets qui justement font débat dans les rangs de l'armée? On va tout expliquer dans cette vidéo, mais avant ça, je t'invite à t'abonner, à lâcher un like et à partager. Et si tu veux taper la discute, tu peux aussi nous suivre sur les réseaux comme Instagram ou LinkedIn. Allez, on reprend la vidéo et on lance le générique d'intro. Les États-Unis n'ont pas toujours été unis. Déjà durant le 19e siècle, ils ont traversé une guerre civile meurtrière au cours de laquelle entre 600 et 800 000 personnes ont perdu la vie. Ça n'a pas empêché la démocratie états-unienne de se consolider au point de devenir, même si l'expression est un tantinet exagéré, the land of the free and the home of the brave, le pays de la liberté, la patrie des hommes libres. On n'invente rien, c'est dans son hymne national la bannière étoilée. Bref, au fil des siècles, le pays s'est structuré, unifié, même s'il a traversé des périodes très douloureuses, comme par exemple la ségrégation raciale des Noirs. We will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. En fait, les piliers de la démocratie états-unienne n'ont presque jamais été remis en question. Ni son système électoral, ni ses symboles, ni son hymne national, ni son drapeau, ni sa constitution, ni son armée. Mais au fil des années, ça s'est gâté. Auparavant, il y avait une certaine forme de respect, de tolérance, même entre les candidats à la présidentielle. Écoutez ces extraits. He's an Arab. He is not. No. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about. I'll say it again. John McCain served his country with honor. He deserves our thanks for that. Et puis, il y a aussi ces moments qui marquent toute une génération et qui soudent le pays comme rarement auparavant.
L'importance des attentats du 11 septembre a transcendé les différences d'âge, de sexe, géographique et même politique. La population a largement mis de côté les divergences politiques et s'est ralliée pour soutenir les principales institutions du pays ainsi que ses dirigeants politiques. En octobre 2001, 60% des adultes exprimaient avoir confiance dans le gouvernement fédéral. Pew Research Center 2021. Bon, clairement, ça n'a plus rien à voir avec notre époque. Les candidats ont des casseroles judiciaires, ils s'insultent et s'accusent mutuellement de saper les fondements de la démocratie. Les hyperboles sont devenues la norme. Le problème, c'est qu'elles sont ultra médiatisées et qu'elles commencent à infiltrer les casernes. Pour bien comprendre le sujet, faut qu'on revienne un peu en arrière. On retourne au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. L'une des conséquences de cette tragédie, c'est que le gouvernement fédéral a nettement renforcé son influence sur l'armée. En gros, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'exécutif a commencé à beaucoup plus participer aux prises de décisions stratégiques et opérationnelles. Alors, comment ça se passe concrètement ? En fait, le recours à la force militaire se justifie sur 3 niveaux. Le premier, c'est la stratégie. C'est là qu'on définit les objectifs et les ressources qui leur seront allouées. C'est ici que le Congrès et la Maison-Blanche exercent le plus d'influence. À ce niveau, ils ont carrément plus de poids politique que l'état-major. Après, il y a l'opérationnel. On y décide par exemple la répartition du matériel ou de la gestion des troupes. À ce niveau-là, la classe politique et les militaires travaillent main dans la main. Mais quand il y a une décision à prendre, c'est la hiérarchie militaire qui prévaut sur les politiques. Et la dernière étape, c'est le niveau tactique qui correspond à la prise de décision rapide en lien avec les événements sur le terrain. Il relève presque exclusivement de la compétence de l'armée. Or, depuis le 11 septembre, les niveaux opérationnels et tactiques ont été accaparés par la classe politique. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'une administration succède à la précédente, elle a tendance à vouloir imposer sa patte, à vouloir se différencier. Et dernièrement, les décisions politiques qui ont été prises par l'exécutif ont revêtu une importance toute particulière. Mais c'est avec l'arrivée de Trump en 2016 que ce phénomène s'est réellement amplifié. Et depuis, ça continue. Alors de quoi est-ce qu'on parle précisément? Chapitre suivant. Politiser la défense nationale. Donald Trump prête serment et devient président en janvier 2017. C'est à partir de ce moment précis que la politique de défense nationale a connu un tournant majeur. En fait, jusqu'alors, Washington intervenait périodiquement dans les opérations militaires à travers son organe du Conseil de sécurité nationale. Cette branche de l'exécutif rendait directement compte au président. Parmi ses membres, 3 poids lourds: le conseiller à la sécurité nationale, le secrétaire d'État et le secrétaire à la défense. Et dès son accession au pouvoir, Trump a souhaité modifier le fonctionnement de ce Conseil de sécurité nationale, dont la plus récente stratégie avait été décidée par l'administration Bush Jr. dans la foulée du 11 septembre 2001. Sous la présidence de Trump, le Conseil de sécurité nationale a été réorganisé pour se concentrer davantage sur les questions stratégiques et moins sur les fonctions tactiques et opérationnelles. Alors dans les faits, Trump a chargé cette instance d'édifier une stratégie pour contrer la Chine, non seulement dans le domaine militaire, mais aussi en termes économiques et de politique étrangère. Le rôle du conseiller à la sécurité nationale a perdu en importance, à tel point qu'il a cessé de participer à toutes les réunions de haut gradé de l'armée US. Il s'est aussi vu retirer la possibilité de dialoguer directement avec les gouvernements étrangers. L'idée, c'était de donner au Conseil de sécurité nationale une dimension plus politique et de restituer à l'armée son aura d'antan en lui accordant plus d'autonomie. Mais dans la pratique, le résultat a été tout autre. Trump avait beau être le chef des armées, il y avait quand même une distance entre la prise de décision militaire et sa fonction présidentielle. Mais avec cette réforme du Conseil de sécurité nationale, l'influence de Trump sur les affaires militaires s'est nettement renforcée. Il pouvait intervenir directement dans la prise de décision, quelle que soit la gravité de la situation. Une sorte de micromanagement s'est mise en place et dans un climat aussi délétère, on a assisté à une partie de chaises musicales comme on n'en avait jamais vu auparavant dans l'armée US.
Ça a démarré avec la démission du lieutenant-général Herbert Raymond McMaster de son poste de conseiller à la sécurité nationale en avril 2018, soi-disant pour des raisons personnelles. Sauf que plein de sources ont fait état de frictions politiques entre lui et le bureau de la présidence. Du coup, c'est John Bolton qui lui a succédé. Sauf que lui aussi s'est fait vider par Trump en septembre 2019. En 2020, Bolton a publié un livre dans lequel il a révélé que Trump contournait régulièrement le Conseil de sécurité nationale pour prendre des décisions d'une très haute importance concernant des questions très sensibles, genre la Turquie, le Venezuela, la Russie ou la Chine. Sauf que Trump, il n'est pas abonné à Diplo, c'est pas du tout un expert de géopolitique. À la rigueur, il regardait Fox News à longueur de journée, un peu l'équivalent de notre CNews à nous. Voilà sur quoi il basait toute sa politique étrangère. The damage that Trump had done in the first term, while significant, was all repairable. But I feared in a second term that the damage might not be repairable. And a second Trump term could be very, very damaging to the United States. Et il n'y a pas que le poste de conseiller à la sécurité nationale qui a été malmené. Il y a aussi celui du secrétaire à la défense. Le premier que Trump a nommé, c'était le général Jim Mattis, mais fin 2018, son opposition au retrait des troupes US de Syrie et d'Afghanistan lui a coûté son poste. Voilà d'ailleurs ce qu'il pense de son ancien patron. Donald Trump est le premier président de ma vie qui n'essaye pas d'unir le peuple états-unien, qui ne fait même pas semblant d'essayer. Au lieu de cela, il essaye de nous diviser. Nous sommes témoins des conséquences de 3 années de cet effort délibéré. Nous sommes témoins des conséquences de 3 années sans sagesse de leadership. Général Jim Mattis, secrétaire à la défense US entre 2017 et 2018. Commence alors un véritable tourbillon de nominations, de licenciements et de démissions. Au total, 5 secrétaires à la défense différents ont succédé à Jim Mattis en tout juste 2 ans. Une folie! L'un de ses successeurs, Mark Esper, a lui aussi fini par démissionner après avoir refusé de déployer l'armée pour disperser les manifestants durant les émeutes qui ont suivi l'assassinat de George Floyd. Or, cette idée n'émanait pas de n'importe qui, mais du président Trump en personne. Suite à sa démission, Mark Esper n'a lui non plus été tendre avec son ancien patron. At various times, during certainly the last year of the administration, you have folks in the White House who are proposing to take military action against Venezuela, to strike Iran. At one point, somebody proposed we blockade Cuba. These ideas would happen. It seemed every few weeks, something like this would come up. We'd have to swat them down. On a vu ce qu'il s'est passé avec les postes de conseiller à la sécurité nationale et de secrétaire à la défense. Et bah, ça a été pareil avec le poste de secrétaire d'État. Rex Tillerson, un soutien de la première heure de Donald Trump, a été le premier diplomate du pays jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions en mars 2018. Alors, pourquoi? The president would say, well, here's what I want to do, and here's how I want to do it. And I'd have to say to him, well, Mr. President, I understand what you want to do, but you can't do it that way. It violates the law. It violates a treaty. You know, he got really frustrated. I didn't know how to conduct my affairs with him any other way than in a very straightforward fashion. Que ce soit les conseillers à la sécurité nationale, les secrétaires à la défense ou les secrétaires d'État, quasiment tous s'accordent sur le fait que Donald Trump voulait exercer un contrôle total sur l'armée US. Sous sa présidence, le poids du politique n'a jamais été aussi important. Alors tu pourrais être tenté de me dire, et alors, il est président, non ? Le problème, c'est que dans le système politique des États-Unis, une seule personne ne peut pas accumuler autant de pouvoir. Primo pour des questions de démocratie et deuxio parce qu'il n'a juste ni les compétences ni l'expérience pour prendre des décisions avisées pour le bien-être collectif. Il a besoin de ses conseillers, c'est-à-dire d'un conseiller à la sécurité nationale, d'un secrétaire à la défense et d'un secrétaire d'État. Mais l'autre effet pervers de cette relation beaucoup plus proche entre le chef d'État et l'armée, c'est que ça donne justement aux forces armées beaucoup plus de visibilité et de pouvoir sur les affaires courantes. Les États-Unis ne sont pas un régime militariste dirigé par une junte de généraux. Or, cette dérive n'a pas échappé aux principaux intéressés. Même si le président Trump n'a pas affaibli les structures sous-jacentes du contrôle civil, il a politisé l'armée en tentant de l'attirer dans son giron en tant qu'acteur politique loyal. Cory Schack, 2021, directrice de la politique étrangère et de défense à l'American Enterprise Institute. Trump s'est même permis de tenir ce genre de discours. You still feel like you know more about ISIS than the generals? Well, they don't know much because they're not winning. That I can tell you. Now, I think they're not winning for a different reason. I think Obama's
hurting them. Le truc, c'est que les conséquences de l'attitude de Trump sont d'une gravité. Premièrement, les hauts gradés qui lui ont été loyaux ont été récompensés, soit en montant en grade, soit en termes d'influence. Mais ça, c'est un phénomène spécifique à Trump. Ça n'était pas le cas avec les administrations précédentes. Ensuite, les interventions directes de Trump dans les affaires militaires qu'on pourrait assimiler à de l'ingérence ont fini par polariser l'armée. C'est pas pour rien qu'en France, on appelle l'armée la grande muette. Elle a un devoir de réserve. Elle ne doit pas se prononcer sur les affaires courantes. Aux États-Unis, la barrière de séparation entre l'armée et la société civile s'est effondrée. Ça faisait des décennies que ça ne s'était pas produit. Les hauts gradés de l'armée US ont commencé à faire des déclarations portant sur des questions de société, ce qui est extrêmement inhabituel aux États-Unis. We do not take an oath to a king or a queen, a tyrant or a dictator. We do not take an oath to an individual. No, we do not take an oath to a country, a tribe or a religion. We take an oath to the Constitution. Ouais, on vient d'écouter le général Mark Milley qui, à l'époque, n'était rien de moins que le chef d'état-major de l'armée de terre de Donald Trump avant de devenir le chef d'état-major des armées sous Biden. Et si vous avez réussi à lire entre les lignes, il insinue que l'attitude de Trump est vraiment limite et indigne d'un chef d'état. Ce même général n'a pas hésité à exprimer sa frustration lorsque Trump avait essayé d'instrumentaliser sa fonction durant les élections de 2020. Un responsable de l'armée a déclaré que l'équipe de campagne n'a pas demandé l'approbation du chef d'état-major, le général Mark Milley, pour utiliser son image dans une publicité. L'armée a des règles strictes interdisant aux militaires en uniforme de participer à des campagnes politiques. Et cette publicité n'est que le dernier exemple en date de l'instrumentalisation par le président ou son entourage de l'officier le plus haut gradé du pays. Du coup, c'est pas étonnant si les choses se sont mal terminées entre le général Mark Milley et le cabinet de Donald Trump. Ça s'est si mal fini que l'ex-président a même accusé le général de trahison avant de réclamer son exécution, soi-disant parce qu'il avait manqué de loyauté, non pas à la présidence ou à la Constitution, mais à Trump en personne. Pas besoin de le préciser, ces propos de la part de l'ex-président sont gravissimes et indignes. Un général US de haut rang prend des mesures pour protéger sa famille après des menaces de mort formulées par Trump. La semaine dernière, Trump a critiqué la gestion par Milley du retrait chaotique des troupes états-uniennes d'Afghanistan en 2020 et a déclaré, sans fournir de preuves, que ce type s'est avéré être une épave de l'idéologie woke qui, si les sources sont fiables, traitait en fait avec la Chine pour espionner le président des États-Unis. He is suggesting that you be punished by death. The former commander-in-chief to his former top military advisor. Look, I'm a soldier. I've been faithful and loyal to the Constitution of the United States for 44 and a half years. And my family and I have sacrificed greatly for this country. Mais les gens, attendez un instant. On parle d'un ancien président qui a réellement une chance de remporter les prochaines élections fin 2024 et qui parle ouvertement de l'exécution de celui qui a été le chef d'état-major interarmé entre 2018 et 2023. Et tout ça parce qu'il n'aurait pas été assez loyal à son goût. Ce genre d'opinion est franchement alarmant. Il se passerait quoi si la base électorale de Donald Trump réfléchissait comme lui? Et si d'un coup ils deviennent tous méfiants vis-à-vis de leur armée? Et que pourraient penser les soldats, surtout ceux sensibles au discours de Trump concernant leur hiérarchie militaire? Et bah, ces questions sont tout à fait légitimes. Elles ont d'ailleurs fait l'objet d'un sondage en 2019 et vous seriez étonné des résultats. Globalement, le niveau de confiance dans l'armée a chuté, vu les déclarations de l'ex-président. Est-ce vraiment une surprise? N'empêche que ces polémiques à répétition, ainsi que ces accusations de toutes sortes, ont fini par infiltrer les rangs de l'armée. À la base, c'est une organisation qui transcende les clivages sociopolitiques. Aujourd'hui, on fait appel à elle comme si c'était une cinquième colonne du pouvoir. La fracture politique au sein de la société états-unienne est de plus en plus visible. Par contre, on ne peut pas uniquement blâmer Donald Trump. L'administration Biden a aussi tenté d'instrumentaliser l'armée pour promouvoir sa vision de la société. Ne nous méprenez pas, certaines mesures étaient absolument pertinentes, comme celle-ci. Les personnes transgenres peuvent de nouveau servir dans l'armée US. Le président Joe Biden a de nouveau autorisé les personnes transgenres à servir dans l'armée US, revenant sur une décision controversée de Donald Trump, jugée discriminatoire par les associations de défense des droits humains. On interdit les trans un jour et puis après ce sera au tour des homosexuels, des latinos, des noirs, des femmes, des juifs et des communistes. L'administration Biden a aussi ajouté un volet environnement, ce qui est louable sur le principe, mais ça fait pas forcément partie des prérogatives de l'armée. Après, je vous rassure, on a fait pareil en France.
La prise en compte du réchauffement climatique par l'armée française, un effort très récent. La France s'est dotée il y a 1 an d'une stratégie climat et défense, mais les armées, très sourcilleuses sur le secret de leurs opérations, ne sont guère enclines à plus de transparence sur leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais bon, pour revenir aux USA, on peut s'interroger si, sur le long terme, la participation volontaire ou involontaire de l'armée aux affaires courantes de la société civile et surtout à la vie politique du pays est une bonne chose ou pas. Surtout que l'armée US a déjà pas mal de problèmes à gérer, comme ceux qu'on t'a mentionnés dans ces vidéos. Ok, maintenant, à toi, à ton avis, est-ce que l'armée US risque de se fracturer comme un reflet de la société états-unienne? N'est-ce pas une preuve supplémentaire de la menace que représente Trump pour la démocratie états-unienne? Fais-nous savoir ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like et partage. Et nous, on te dit à très vite pour plus d'actu internationales. Tchuss!